bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à la série La découverte de, comme vous voyez. Aujourd'hui, je vous amène à Paris. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelques mots sur la photo que vous voyez actuellement à l'écran. C'est une photo d'un pont, le pont Alexandre III, qui franchit la Seine, qui relie donc la rive gauche à la rive droite et vice-versa. Et c'est un pont qui a été construit pour l'exposition universelle de 1900 qui a eu lieu à Paris. Il a été nommé en l'honneur du tsar de Russie parce que la France, à l'époque, voulait consolider l'alliance entre la France et la Russie. Alors, c'est un pont qui est construit entièrement en acier parce que c'était beaucoup le matériau à la mode à l'époque. Mais il est décoré dans le style qu'on appelle dans l'architecture le style Beaux-Arts. C'est un style très flafla, très ornementé, très décoratif. Regardez simplement les lampadaires qu'il y a sur ce pont, qui sont magnifiques. Ce pont relie l'esplanade des Invalides. On voit ici le dôme des Invalides sur la rive gauche. Et ça relie donc cet endroit à la rue Winston Churchill qui se trouve sur la rive droite et où se trouve le Grand Palais et le Petit Palais qu'on va visiter tantôt. Alors, ce pont a 500 pieds de long, qui franchit la Seine d'une seule portée. Il a 125 pieds de large, c'est le pont le plus large de Paris. Et moi, je le trouve magnifique. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude, je vais vous expliquer le plan de la conférence. Alors, je vous amène dans un premier temps à visiter la Sainte-Chapelle, puis le Jardin du Luxembourg, l'Opéra Garnier, le musée Rodin. Je vous explique ce que c'est le concept de Paris-Plage. On va faire une pause. Au retour de la pause, je vous amène visiter les passages couverts de Paris, la place des Vosges, le cimetière du Père-Lachaise, le Grand Palais, Petit Palais. Je vous amène visiter le marché Richard Lenoir et finalement, on termine avec une petite croisière sur le canal Saint-Martin. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai intitulé ma conférence « Paris et ses secrets ». Peut-être à tort, mais je ne voulais pas vous entretenir des gros canaux de Paris que, si vous êtes déjà allé à Paris, que vous connaissez déjà, ou que vous avez vu amplement dans des films, à la télévision, sur des photos, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, je voulais vous faire découvrir autre chose, tout aussi intéressant de Paris. Alors, je ne vous parlerai pas de la Tour Eiffel, je ne vous parlerai pas de la place de la République, ni de la place de la Concorde, ni de l'Obélisque, ni de la Grande Roue des Tuileries, ni de l'église Notre-Dame à l'intérieur et à l'extérieur, ni du musée du Louvre et de sa pyramide en verre, qu'on voit ici, ni des Champs-Élysées, ni de l'Arc de Triomphe à la place de l'Étoile, ni de la Seine et de ses bateaux-mouches, ni de l'île de la Cité, ni l'île Saint-Louis. Alors, s'il y en a qui veulent quitter, vous, libre à vous, je n'en parlerai pas de ça. Je vais vous parler d'autres choses que je trouve aussi d'intérêt. Ça, c'est l'Hôtel de Ville de Paris. Ça, c'est le Sacré-Cœur de Montmartre. Bon, là, la première chose dont je vais vous parler, c'est cet immeuble-là, la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle a été construite par et pour un seul homme, Saint-Louis, le roi de France. Saint-Louis, qui était évidemment, s'il est devenu saint, c'est qu'il avait un grand intérêt pour la religion. En 1239, il a fait l'acquisition de beaucoup de reliques de la Passion. Il a acheté ça des mains de l'empereur Baudouin de Constantinople. Il a acheté, entre autres, la couronne d'épines du Christ, c'est pas rien, et une bonne partie de la croix sur laquelle Jésus est mort, et d'autres reliques d'une moindre importance. Alors, il était évidemment tout fier de ses acquisitions et il s'est dit, il faudrait que j'aie un reliquaire à la hauteur de la qualité et de la sainteté des reliques que j'ai acquises.
Alors, il a ordonné la construction de la Sainte-Chapelle, qui est juste à côté, qui a fait construire juste à côté de son palais. Parce que le palais royal, à cette époque-là, se trouvait sur l'île de la Cité, à côté du palais de justice. Et on voit ici le toit, le clocher de la Sainte-Chapelle, où tout est recouvert de métal, même les statues qu'on voit à la base du clocher. Cet immeuble, ce bâtiment a été conçu en une période très courte, en 7 ans seulement. Quand on pense que les cathédrales, les grandes cathédrales de France, d'accord, sont plus grandes que la Sainte-Chapelle, mais ça s'est étiré souvent sur des siècles, la construction. Alors, c'était construit en 7 ans, et c'est pas parce qu'ils ont mesquiné sur la décoration, vous allez voir. Et aussi, ça a été fait sans aucun défaut de construction, chose plutôt rare à l'époque. Alors, voilà, vous voyez ici le toit de la Sainte-Chapelle, qui est juste à côté, qui est voisine du palais de justice de Paris, sur l'île Saint-Louis, vraiment au cœur de Paris, là. Ici, c'est la rosace de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle a été construite dans le style gothique qu'on appelle rayonnant. Et la particularité de la Sainte-Chapelle, c'est que c'est un immeuble très élégant, comme vous allez voir, et surtout avec beaucoup de murs vitrés, chose qu'on ne voit pas dans les cathédrales normalement. Il y a 7000 pieds carrés de vitraux dans cette chapelle-là. Ça, c'est sans compter la rosace qu'on vient de voir. Regardez comme c'est joli. Même le plafond est tout décoré avec des fleurs de lis sur un fond bleu. Et les vitraux représentent 1300 scènes des Saints Évangiles. C'est pas rien. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Lors de la Révolution française, en 1797, les révolutionnaires s'en sont pris, évidemment, à tous les symboles de la royauté et de la religion. Depuis ce moment-là, il n'y a plus de service religieux à la Sainte-Chapelle, sauf exception, je vous en parlerai tantôt. Les révolutionnaires ont envahi la Sainte-Chapelle. Ils ont fait disparaître tout ce qui était comme mobilier liturgique, ils ont brisé des vitraux, ils ont mutilé des sculptures au-dessus du portail d'entrée, etc. En tout cas, la Sainte-Chapelle a été fermée à partir de ce moment-là, même qu'à un moment donné, la Sainte-Chapelle servait pour entreposer des dossiers du palais de justice qui est juste à côté, je vais vous dire. Et en 1826, il y a eu comme un mouvement dans la population pour qu'on rénove, qu'on restaure la Sainte-Chapelle. Alors, il y a un mouvement de restauration qui a été entrepris, qui a duré 26 ans, et on a tout réparé, on a refait les vitraux qui étaient brisés ou disjoints, tels que c'était à l'origine, avec les mêmes couleurs de verre, les mêmes motifs, etc. Et ça a été réouvert au public et déclaré monument historique. C'est vraiment un endroit tout à fait fabuleux. Ça, c'est la rosace. Bon. Maintenant, je vous amène au Jardin du Luxembourg. En 1612, Marie de Médicis, qui était la reine de France, et qui habitait le palais royal, a décidé de... Ici, c'est le palais du Luxembourg, le bâtiment qu'on voit ici, qui date du 16e siècle. Et actuellement, c'est un bâtiment qui est occupé par le Sénat. Le Sénat français, il siège dans ce bâtiment-là ici. Alors, Marie de Médicis, qui était originaire de Florence, comme tous les Médicis, avait la nostalgie de ce qu'elle avait connu à Florence, c'est-à-dire à Florence, il y a le palais Pitti, et derrière le palais de Pitti, il y a les énormes jardins de Boboli, qui sont vraiment fabuleux et que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques semaines. Et elle a décidé de faire quelque chose d'un peu semblable derrière le palais du Luxembourg. Alors, elle a décidé d'aménager un grand terrain de 25 hectares pour faire le Jardin du Luxembourg.
Alors, dans le Jardin du Luxembourg, on trouve plein de choses. Il y a, entre autres, 106 sculptures qu'on trouve dans le Jardin du Luxembourg, dont celle-ci qu'on appelle la fontaine des Médicis. On voit au bout de l'étang, il y a la fontaine et les sculptures. Ici, la sculpture principale, c'est une sculpture qui démontre la jeune fille, elle s'appelle Galatée. Elle est dans les bras de son amant Assis, qui, je pense qu'il l'a séduit en lui jouant un air de flûte de Pan. Je ne sais pas, là, mais en tout cas, ça a l'air de ça. Et, ah oui, je voulais vous dire, quand je suis allé à Paris en 2010, c'était au mois de juillet, donc souvent il y a des canicules, comme partout ailleurs, au mois de juillet à Paris. Et à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'air climatisé, pas beaucoup de bâtiments, il y avait de l'air climatisé. Alors, la seule façon de se rafraîchir quand il y avait des journées de canicule, c'était d'aller au Jardin du Luxembourg et de se promener à l'ombre des nombreux arbres et profiter de la fraîcheur des lieux. Il y a toutes sortes d'installations sportives également dans le Jardin du Luxembourg. Il y a entre autres des cours de tennis, des cours de volleyball, il y a des endroits où on peut pratiquer les arts martiaux. Pour les enfants, il y a des théâtres de marionnettes. Ils peuvent faire des tours de poney. Et également, ils peuvent, vous allez voir, faire voguer leur petit bateau sur l'étang derrière le palais du Luxembourg. Les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs. Souvent, c'est des bateaux télécommandés qui peuvent faire flotter dans l'étang. C'est un grand sport national en France. Sur les 25 hectares du parc, il y en a 2 qui sont réservés à des serres. Il y a des serres énormes dans lesquelles on fait pousser et on entretient des plantations, non seulement de fleurs, mais d'arbres, comme on voit ici, dans des énormes bacs en bois, là, comme on voit. Ici, c'est un énorme laurier rose qui passe l'hiver dans les serres et l'été, ils sortent tout ça des serres, ils les installent un peu partout dans le parc. Entre autres, vous allez voir, il y a des palmiers aussi. Voilà le palmier, un des palmiers qu'on installe dans les Jardins du Luxembourg. Alors, il y a un kiosque à musique et tous les dimanches après-midi, on présente soit la musique symphonique, comme cette fois-là où nous y étions, ou des airs d'opéra en alternance. Et ça attire beaucoup de gens, c'est très, très agréable d'écouter des concerts dans le Jardin du Luxembourg. Ici, vous voyez à l'arrière le Palais du Luxembourg, qui est le siège du Sénat. Ici, c'est un tableau fait par Vincent Van Gogh, qui démontre des gens qui se promènent dans les allées du jardin et d'autres personnes qui assistent au concert de musique. Maintenant, je vous amène visiter le palais, l'Opéra Garnier plutôt. L'Opéra Garnier a été conçu dans la deuxième moitié du 19e siècle, alors que le dirigeant au pouvoir en France, c'était Napoléon III. Un jour, Napoléon III s'en allait assister à un concert ça s'appelait la salle Le Pelletier, je pense. Et il a été victime d'un attentat par des anarchistes italiens. Alors, à partir de ce moment-là, il a pris la décision de construire une nouvelle salle de concert qui serait plus sécuritaire, etc. Alors, il a commandé de construire une nouvelle maison d'opéra à Paris. On l'appelle l'opéra, mais il y a autant de spectacles de danse que d'opéra dans ce bâtiment-là. Et ils ont tenu un concours d'architecture et, contre toute attente, c'est un tout jeune architecte qui a été choisi, Charles Garnier, pour faire les plans du nouveau bâtiment, qui a été terminé de construire en 1875. Alors, c'est un bâtiment, encore là, dans le style Beaux-Arts, vous voyez, plein d'éléments classiques, des colonnes avec des chapiteaux classiques, des décorations de toutes sortes, et très, très chargé comme ornementation. Alors, M. Garnier a engagé 74 sculpteurs pour travailler sur les façades. Et
13 ou 14 peintres pour faire des décorations à l'intérieur et des gens, des spécialistes de la mosaïque aussi. Alors, c'est un édifice avec une structure d'acier et de fonte, mais recouvert de pierre, comme ça se faisait à l'époque. Alors, voici, devant le bâtiment, qu'est-ce qu'on trouve? La place de l'Opéra. Et qu'est-ce qui mène à la place de l'Opéra ici? L'avenue de l'Opéra. Alors, pas moyen de se perdre. Et ici, voici, c'est une sculpture faite par le fameux sculpteur Carpeau, qui illustre bien la vocation de cet immeuble. C'est-à-dire que, vous voyez, au centre, le jeune homme, c'est un musicien. Il tient un tambourin à la main. Il illustre la vocation de la musique du bâtiment. Et autour de lui, il y a des jeunes filles souriantes et joviales qui font la ronde pour illustrer la vocation de danse du bâtiment. Et regardez à l'intérieur. On peut faire des visites guidées, il n'y a pas de problème. C'est accessible au public. Alors, regardez le faste de ce bâtiment-là, c'est incroyable. Les escaliers en marbre, les mains courantes en onyx et en cuivre. Remarquez les dorures un peu partout, les fresques au plafond, les colonnes moulurées et ornementées. Et ici, une chose remarquable, on appelle ça des statues torchères. On verra un grand plan tantôt. Ce sont des statues qui portent des luminaires dans leurs mains et qui servent à éclairer la salle. Ça, c'est le grand foyer. C'est là où, à l'entracte, les spectateurs de toute classe sociale peuvent se rencontrer et discuter et parler. Et c'est basé un peu, c'est une décoration qui est originaire des palais de la Renaissance en France, entre autres le château de Versailles, la galerie des Glaces, où on a beaucoup de lustres qui pendent du plafond plein de cristal, des miroirs sur les murs, des dorures un peu partout, etc. C'est un peu basé là-dessus, la décoration du grand foyer. Remarquez une autre vue de l'escalier. Ici, l'escalier, la façon dont c'est arrangé, l'escalier mène aux différents niveaux qu'on retrouve à l'intérieur de la salle. Et c'était un escalier qui était fait non seulement pour accéder à ces niveaux-là, mais également pour être vu. Parce qu'on voit qu'il y a des espèces de petits balcons où les gens peuvent observer les autres qui arrivent. Bon, voici les statues torchères dont je parlais tantôt. Alors, au début, évidemment, ces lampes-là, en 1875, étaient alimentées au gaz. Quelques années plus tard, elles l'ont été à l'électricité comme maintenant. Remarquez le faste dans la décoration de toutes sortes. Voyons. OK. Bon, maintenant, voici, on arrive à la salle elle-même. C'est une salle en forme de fer à cheval qui contient 2000 spectateurs. Et il y a 5 niveaux. Et les portes qui mènent à la salle sont toutes en acajou. Vous montrez la richesse des lieux. Oh, voyons, excusez. En 1962, le ministre des Affaires culturelles de l'époque, André Malraux, le grand écrivain, qui était le ministre des Affaires culturelles dans le régime du général de Gaulle, a engagé le peintre Max Chagall pour faire la décoration du dôme au-dessus de la salle de spectacle. Alors voici, Chagall a peint des personnages qu'on lui connaît bien, dans les tons qu'on lui connaît bien aussi, du rouge, du bleu, du jaune, du vert. Et remarquez, ici, c'est au-dessus, c'est le lustre central au-dessus de la salle. Ce lustre est énorme, hein? Il mesure 25 pieds de haut, il pèse 8 tonnes et il contient 320 ampoules. C'est vraiment un monstre. Et c'est ça, la décoration de Chagall a causé un scandale à Paris. Parce qu'il y a bien des gens qui disaient que ils trouvaient que les couleurs de Chagall étaient criardes, ils ne cadraient pas avec les dorures et tout le raffinement des décorations mis par l'architecte Garnier.
question d'opinion. Voici un dessin du fameux mastodonte candélabre de 25 pieds de haut. Devant l'opéra, sur la façade principale, il y a un balcon où on peut voir justement la place de l'opéra. Et il y a un petit musée aussi qui permet d'admirer des tutus de jeunes rats de l'opéra. Il y a le peintre impressionniste Edgar Degas qui raffolait d'aller au palais l'Opéra Garnier pour peindre des scènes de danseuses, de ballerines. Maintenant, je vous amène au musée Rodin, qui est situé sur la rive gauche de la Seine. À l'origine, ça s'appelait l'hôtel Biron. C'était un hôtel particulier qui a appartenu à la famille Biron, j'imagine, à une certaine époque, et qui avait été finalement acquis par l'État français. Et entre 1905 et 1916, il y a différents artistes qui louaient des locaux à l'intérieur de l'hôtel Biron. Il y a eu Jacques Cocteau, il y a eu Henri Matisse, il y a eu la danseuse Isadora Duncan. Et Rodin lui-même, à partir de 1908 à 1916, lui aussi, il louait des locaux à l'intérieur de l'hôtel Biron. Rendu en 1916, Rodin avait une idée derrière la tête. Il voulait... Parce que Rodin avait connu, était vraiment plus qu'à l'apogée de sa carrière en 1916. Il était universellement connu. Il avait fait des grands chefs-d'œuvre. Il avait fait, entre autres, des chefs-d'œuvre pour le gouvernement français, des commandes qu'il avait remplies pour le gouvernement français. Et il a essayé de négocier avec le gouvernement français en leur disant, écoutez, j'aimerais que vous preniez l'hôtel Biron et que vous le transformiez en musée de mes œuvres, exclusivement, et que moi, je puisse y vivre le reste de mes jours. Bon. En contrepartie, je vous lègue toutes les œuvres que j'ai, les antiquités que je possède également. Alors, le marché a été conclu et c'est devenu le musée Rodin à partir de 1916. Chaque année, il y a environ 700 000 visiteurs qui visitent le musée Rodin. C'est un des musées les plus populaires. Alors, vous allez voir, ça c'est un joli bâtiment. Ça, c'est quand on arrive, on voit ce qu'on voit. Mais le plus beau se situe à l'arrière du bâtiment. Il y a un énorme jardin. Bon, ici, on va voir les deux étages. Ici, sur deux étages, vous voyez, il y a plein de sculptures de Rodin qui sont exposées, évidemment. Dans la cour, dans le jardin extérieur, on voit entre autres son énorme penseur. Ça, c'est le baiser, qui était très connu également. Ici, c'est une partie qu'on voit de sa fameuse sculpture « Les bourgeois de Calais ». Ça, c'est la façade arrière de l'hôtel Biron. C'est un personnage qui apparaît dans le groupe des bourgeois de Calais. Ici, c'est une jeune fille. Ici, c'est une sculpture de Rodin à l'âge mûr, qui est probablement faite par Camille Claudel, dont je vous parlerai un peu tantôt. Ici, c'est un torse de jeune fille, un buste de madame, un jeune homme, un autre jeune homme. Ça s'intitule « Jeune fille avec le chapeau fleuri ». Très joli. Ici, je ne sais pas si c'est un athlète ou un acrobate qui fait de l'étirement. Bon, le jardin fabuleux derrière, c'est celui-là. C'est le deuxième plus grand jardin à l'intérieur de Paris, tout de suite après celui de l'Élysée, qui est la résidence du président de la République. Alors, c'est pour vous dire qu'un grand jardin comme ça, dans Paris, là, c'est extrêmement rare. Et c'est très joliment aménagé, et vous allez voir, il y a des sculptures un peu partout dans le jardin. Vous voyez, vous en avez une sculpture ici, derrière, et remarquez la végétation très abondante. La façade arrière avec une sculpture, un autre jeune homme.
Regardez à quel point les conifères sont bien entretenus et pointus. Ça, c'est ma conjointe qui a toujours le nez dans les livres. Ça, c'est un athlète. Bon, voici Camille Claudel. Camille Claudel était la sœur de l'écrivain et dramaturge Paul Claudel. Très jeune, elle s'intéressait à la sculpture. Elle prenait de la glaise et elle faisait des petites sculptures en glaise. Et quand elle a été plus vieille, elle a fait application pour travailler avec M. Rodin. Parce que Auguste Rodin ne travaillait pas seul, loin de là. Il y avait tout un atelier qui travaillait avec lui et pour lui. Il y avait une vingtaine de personnes qui lui appelaient des praticiens. C'est-à-dire que lui, quand il avait l'idée de faire une sculpture de telle façon, mettons, je sais pas, son Balzac, alors il décrivait ce qu'il voulait faire, il faisait des croquis même qu'il montrait à son équipe. Il dit, voici ce à quoi je veux qu'on arrive. Et là, ses aides se mettaient à frapper à soit le plâtre ou le marbre, ou en tout cas équarrir les blocs de marbre, etc. Et à la fin, Rodin regardait ce qu'ils avaient fait, faisait ses commentaires, ses recommandations, et finalement, quand l'œuvre était complétée, elle pouvait devenir publique. Alors, Camille Claudel s'est fait engager par M. Rodin comme une de ses praticiennes. Il l'a trouvée vraiment très, très bonne. Il disait à tout le monde que c'était sa meilleure des praticiennes et qu'il était d'accord avec tout ce qu'elle pouvait dire. Au fil des ans, il s'est développé une relation amoureuse entre Camille Claudel, qui était belle-fille, et M. Rodin, malgré la différence d'âge qu'il y avait entre les deux. Et jamais Rodin n'a voulu quitter son épouse pour aller avec Mme Claudel. Ce qui a été au grand désespoir de Mme Claudel et qui, là, je schématise un peu, mais qui l'a amené à faire une grande dépression et à être interné vers la fin de sa vie. Je vais vous montrer une couple des œuvres de Mme Claudel. Voici. Oups, excusez. Voyons. Et l'œuvre la plus significative et plus que symbolique, cette sculpture s'appelle L'âge mûr, faite par Camille Claudel. Et on voit ici la jeune fille qui essaye de retenir, c'est elle, ça, la jeune fille, qui essaye de retenir M. Rodin, qui est ici, qui est entraîné vers la mort à cause de son grand âge, et elle essaye de le retenir désespérément, et elle n'y arrive pas. Et c'est tout le drame qui se passe dans cette sculpture-là. Et depuis 2017, on me dit que Mme Claudel a son propre musée pour exposer ses œuvres en banlieue de Paris, que je n'ai pas visité encore. Voici un qui a un problème. Bon. Paris-Plage maintenant. Paris-Plage, ça a été une idée qui a germé dans la tête du maire de Paris en 2002, M. Bertrand Delanoë, qui était le maire socialiste de Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, en tout cas les Parisiens, prennent habituellement tout le mois d'août en vacances. OK? Et qu'est-ce qu'ils font pendant les vacances? Ils sortent de Paris. Ils vont sur la Côte d'Azur, ils vont un peu partout en Bretagne, ils vont à la montagne, ils font des voyages à l'étranger, mais ils quittent Paris. De sorte que ce qui sert habituellement de voie de circulation automobile, comme ici les quais de la Seine, ici vous voyez il y a 3 voies automobiles normalement sur la rive droite de la Seine. Bien là, c'était disponible pour faire quelque chose. Alors M. Delanoë a voulu, parce qu'il y a quand même une partie relativement importante de citoyens qui n'ont pas les moyens de prendre des vacances à l'extérieur de Paris. Alors, M. Delanoë voulait faire quelque chose pour leur rendre la vie plus agréable. Alors, il s'est dit, je vais leur organiser leur voyage à la plage, mais sur le bord de la Seine. Alors, il a fait toutes sortes d'aménagements à partir de l'an 2002, et ça se poursuit encore cette année. Des aménagements pour leur rendre la vie agréable. Regardez. Ici, vous voyez, ils ont étendu plein de sable le long des murs. Ils ont installé des parasols, des chaises longues.
Ils ont même installé des palmiers là, sur les quais de la Seine. C'est ça qu'on appelle Paris-Plage. Et il a même installé des jeux de baby-foot pour les petits et les plus grands. Et vous voyez, ça ne manque pas de clients. Hein? Alors, par les chaudes journées de l'été, les gens peuvent aller s'étendre dans les chaises longues, à l'ombre des parasols et des arbres, le long des quais de la Seine. C'est tout à fait agréable. Et c'est gratuit, évidemment. Ça, depuis 2006, ils font un peu la même chose sur la rive gauche de la Seine. Alors, vous voyez là, ils ont installé du gazon, ils ont installé des chaises longues avec des parasols, des tables à pique-nique encore là avec des parasols, toujours des palmiers, etc. Et il y a un bateau qui fait la navette entre le Paris-Plage de la rive gauche et Paris-Plage de la rive droite. Même moi, je me suis laissé aller à lire mon journal dans une de ces chaises longues. Et ma conjointe sur une chaise longue, sans doute achetée chez Ikea. Bon, le Paris-Plage n'est pas restreint au quai de la Seine. C'est un peu partout dans Paris. Entre autres, ici, le bassin de la Villette, qui est situé à peu près à 4 km, mais dans la partie nord de la ville de Paris. C'est un bassin d'eau naturelle. Et regardez, on a installé 3 piscines flottantes. Pourquoi 3? Parce qu'ils ont différentes profondeurs. Ici, vous avez une piscine de 16 pouces de profond pour les jeunes enfants. Ici, une de 4 pieds pour la plupart des gens et une de 6 pieds 6 pour les gens qui veulent plonger. Et remarquez ici, il y a plein de chaises longues installées et on peut louer des embarcations pour se promener sur le bassin. Il y a des pédalos, des kayaks, des chaloupes, etc. On peut louer ça et se promener sur la Seine, sur le bassin. Même moi, je me suis laissé aller à prendre du bon temps sur le bassin de la Villette. Ah oui, depuis 2006, ils ont installé, ça c'est génial, des brumisateurs. C'est un parcours, vous passez à travers un parcours plein de dispositifs qui vous envoient de la bruine fraîche sur vous pour vous rafraîchir. Alors, vous regardez les enfants, adorent se promener là-dessus. Ils sortent de là avec un grand sourire aux lèvres, un peu mouillé, mais rafraîchi quand même. J'ai découvert les passages couverts, justement, seulement à ma 4e ou 5e visite à Paris. C'est parce qu'un Parisien, à ma conjointe et moi, nous a informé que ça existait, il nous a encouragé à aller le visiter, qu'on est allé les voir et on ne l'a jamais regretté. Alors, les passages couverts ont commencé à être construits au tout début des années 1800. C'était construit dans je pense qu'on appelait ça des espaces résiduels entre deux grands boulevards, ils sont tous sur la rive droite de Paris. Et on a voulu faire ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce serait l'ancêtre des petits centres commerciaux. Les petits centres d'achat, mais avec des verrières au-dessus pour protéger les clients des intempéries. Alors, au 19e siècle, il s'en est construit à peu près une trentaine de ces passages couverts-là. Quand il y a eu le grand branle-bas avec le baron Haussmann au 19e siècle et l'ouverture des grands boulevards, il y en a à peu près la moitié qui ont disparu. Il en reste environ 14 actuellement à Paris, dont celui-ci, la galerie Vivienne, qui est un des passages couverts, qui, remarquez, ils sont tous sur le même modèle, c'est-à-dire c'est tout un long corridor avec des boutiques de part et d'autre et toujours un toit vitré, ce qui fait des espaces tout à fait agréables à circuler. Il y a même des restaurants qui installent des terrasses à l'extérieur dans le passage couvert. Ça, c'est une des plus luxueuses galeries de Paris. On voit ici, c'est magnifique. Ici, c'est la galerie Panorama, je pense, qui a été construite. Je ne sais pas si vous... Moi, j'ai appris ça
Êtes-vous déjà allé à Sainte-Anne-de-Beaupré? Il y avait, semble-t-il, le cyclorama de Jérusalem, qui était une espèce d'édifice en rond où on faisait des projections à 360 degrés sur les murs. Bien, ça existait à Paris en 1900. Il y avait, dans ce quartier-là, il y avait 2 panoramas et on a décidé de construire le passage couvert entre les 2 panoramas. Les 2 panoramas ont disparu avec le temps et le passage couvert, lui, est resté. Alors, on retrouve de toutes sortes de choses, toutes sortes de boutiques très spécialisées habituellement dans ces espaces-là. Soit des artisans de la construction, des galeries d'art, des philatélistes, des vendeurs de jouets, de jeux vidéo, et même, là, vous allez voir, le musée Grévin qui est installé dans un de ces passages couverts-là. Remarquez ici, vous passez dans la rue, vous voyez Passage Saint-Anne, ça vous dit pas plus que ça. Vous n'êtes pas tenté nécessairement d'y entrer, de découvrir ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que c'est vraiment très secret, ce genre de passage-là. Ici, c'est le passage du Caire, très encombré, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si c'était la journée de livraison ou des marchandises ou quoi. Ici, c'est le passage de Jouvray, qui est très beau, très vaste. Là, voilà le musée Grévin qui se trouve dans ce passage-là, le passage Jouvray. Ici, c'est le passage de Bourg-l'Abbé, où il y a une imprimerie, il y a des artisans de la construction qui ont pignon sur rue. Ici, c'est la rotonde du passage Colbert, très jolie, avec un dôme vitré. Ici, c'est le passage du Grand Cerf. C'est celui qui a la verrière la plus haute des passages couverts de Paris. Elle est à 40 pieds du sol. Ici, c'est le passage des Princes, qui a été construit en 1846, mais pour une raison que j'ignore, qui a été démoli en partie, en tout cas, en 1985, et il a été reconstruit à l'identique en 1995. Alors, c'est vraiment un très, très joli passage, le passage des Princes. Bon, maintenant, je vous amène visiter la place des Vosges, sur la rive droite de Paris, dans le Marais, dans le 9e arrondissement. Ça a été développé sous le roi Henri IV. Il y avait un grand terrain d'environ carré, d'environ 500 pieds par 500 pieds ici, et on voulait le construire. Alors, le roi a émis un édit royal qui décrivait exactement comment il voulait que ça soit construit. Alors, d'après l'édit royal, on disait qu'on voulait d'abord un rez-de-chaussée à une arcade en pierre, surmonté de 2 étages avec un revêtement de briques rouges, avec des fenêtres à petits carreaux et du chaînage, c'est-à-dire le bord des fenêtres et le coin des immeubles en pierre calcaire blanche. Et le toit sont des toits fortement inclinés en ardoise bleue. Alors, vous voyez, alors on a construit tout le tour. Tous les immeubles sont de la même hauteur, à l'exception ici du pavillon du roi et en face le pavillon de la reine, qui sont décalés d'un étage. C'est pas ça, le roi et la reine n'habitaient pas là, c'était symbolique, là, le pavillon du roi et de la reine. Alors, vous voyez l'aménagement, on voit il y a 4 fontaines ici. Dans le milieu, il y a une statue de Louis XIII à cheval. Et il y a des arbres, il y a du gazon. Il y a même une circulation automobile qui fait le tour de la place. Ici, vous voyez de quoi ça a l'air. Alors, tel que je vous le décrivais, il y a les toits en pente, en ardoise bleue. Les façades sont en briques rouges avec du chaînage en pierre blanche calcaire. Et le rez-de-chaussée, c'est une arcade en pierre, évidemment. Et ici, sous le pavillon du roi, où est celui de la reine, il y a des entrées plus hautes pour laisser rentrer les véhicules dans la place.
Ah, c'est un endroit merveilleux parce que vous êtes à l'intérieur de la place des Vosges et vous êtes coupé du bruit de la rue. Il y a des places à Paris, comme, je sais pas, la place de la Concorde, la place de l'Étoile, c'est des places ouvertes où il y a plein de circulation automobile, etc., et beaucoup de bruit. Ici, c'est une place enclose où le bruit est vraiment au minimum et tout ce que vous voyez, c'est des beaux bâtiments et de la verdure et des fontaines. Ça, c'est la statue de Louis XIII qui avait été, semble-t-il, lors de la Révolution française, on s'en était pris, évidemment, la statue avait été démolie par les révolutionnaires, mais 26 ans plus tard, on réinstallait la statue de Louis XIII au milieu de la place des Vosges. Vous voyez une des jolies fontaines et les belles façades de la place des Vosges. Le rez-de-chaussée, c'est très agréable parce que c'est tout couvert, c'est une arcade en pierre et il y a plein de commerces au rez-de-chaussée. Il y a des galeries d'art, il y a des restaurants, il y a des collections, des boutiques de collection, etc. Et c'est très, très agréable de circuler comme ça. Ça, c'est le pavillon du roi. Voilà le déambulatoire au rez-de-chaussée. Les gens se prennent un plaisir d'aller s'asseoir et de simplement admirer la beauté des lieux. Il y a beaucoup de personnages célèbres qui ont habité à la place des Vosges. Entre autres, vous allez voir la maison de Victor Hugo a habité à la place des Vosges. D'autres écrivains célèbres comme Colette, Alphonse Daudet, Georges Simenon. Beaucoup de musiciens comme Couperin, comme Marc-Antoine Carpentier, comme Francis Blanche ont également habité à la place des Vosges. Et je ne les blâme pas, si moi j'avais les moyens, j'irais habiter là aussi, tellement c'est beau. Bon, j'amène maintenant au cimetière du Père-Lachaise. Qui était le Père-Lachaise? C'était un religieux qui était le confesseur du roi Louis XIV. Et de 1675 à 1709, il a habité, c'était pas un cimetière à l'époque, évidemment, il habitait sur ce terrain-là, qui est un grand, grand terrain quand même, on s'entend. Et un siècle plus tard, après sa mort, Napoléon, qui était au pouvoir, a décrété que tout citoyen avait droit d'être enterré décemment, peu importe sa religion ou sa race. Alors, il a décrété qu'il voulait créer un cimetière à l'intérieur des murs de Paris et il a choisi le terrain qui avait appartenu au Père-Lachaise. Donc, c'est devenu le cimetière du Père-Lachaise. C'est un grand, grand terrain. Là, actuellement, c'est le plus grand cimetière à l'intérieur des murs d'une ville. Il y a 70 000 tombes au cimetière du Père-Lachaise. Il y a presque 5 000 arbres de 80 essences différentes. Il y a une centaine de chats errants. Il y a plein, plein d'oiseaux, évidemment, aussi. Et il y a des personnages... Ah oui, au début, quand Napoléon a décrété ça, personne ne voulait aller se faire enterrer là. Parce que, je ne sais pas pourquoi, les gens ne voulaient pas se faire enterrer dans les hauteurs, parce que c'est un terrain un peu plus surélevé qu'ailleurs, comme vous pouvez voir, c'est en pente. Mais surtout que c'était dans un quartier populaire et pauvre. Je pense que c'est plutôt ça, que les gens ne voulaient pas se faire enterrer là. Et le préfet de la ville a eu une idée, il dit « Je vais faire transférer les restes de Jean de La Fontaine, l'écrivain des fables, et de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, je vais faire transférer le reste au nouveau cimetière du Père-Lachaise. » Alors là, ça a été l'engouement. Tout le monde voulait se faire enterrer au cimetière du Père-Lachaise après ça. Alors, ça a été parti, et depuis ce temps-là, comme je dis, il y a 70 000 tombes là-bas. Je vais vous montrer quelques tombes de gens célèbres qui y sont enterrés. Ici, Gilbert Bécaud, qui a été enterré là en 2001. Il y a encore des fleurs, des gens qui déposent des fleurs sur sa tombe. Ça, c'est Marie Trintignant en 2002. Ici, c'est le peintre Jérôme, qui est représenté sur son tombeau.
Ici, justement, c'est les tombes de Jean de La Fontaine et de Molière qui ont été transférées, qui ont donné lieu à l'essor du statut de Père Lachaise. Oh, excusez. Ça, c'est le tombe de Simone Signoret et de Yves Montand qui sont enterrés côte à côte. Mais il y a eu plein d'autres gens célèbres. Édith Piaf, Mouloudji, Moustaki, Michel Legrand dernièrement, Henri Salvador, Sarah Bernard, Pierre Brassard, Annie Girardot, Németh, qui sont quasiment tous là. Bon, je vous amène maintenant à visiter le Grand Palais et le Petit Palais. Le Grand Palais et le Petit Palais ont été conçus en même temps que le pont Alexandre III qu'on a vu au début pour l'Exposition universelle de Paris en 1900. L'exposition se tenait principalement à l'intérieur du Grand Palais que vous voyez ici. Alors, on a fait un concours pour choisir l'architecte. Il y avait 4 finalistes, finalement, 4 architectes finalistes. Et la BSB a pris dans le jury. Ils ne pouvaient pas s'entendre ni sur l'un ni sur l'autre. Comme le temps pressait, finalement, ils sont résolus à dire aux 4 finalistes, écoutez, mettez-vous ensemble, sortez-nous un projet où chacune de vos propositions va être intégrée, puis ça va aller. C'est ça qui est arrivé. Il y a eu 4 architectes qui ont travaillé ensemble sur ce bâtiment-là. Ça n'allait pas être pire. C'est un bâtiment construit pour l'exposition de 1900. Alors, évidemment, toute la charpente est en acier et en fonte. Même si elle est dissimulée derrière cette colonnade classique en pierre. Et vous allez voir qu'il y a plein d'acier derrière. Voici une magnifique façade sur la rue Winston Churchill, en face du Petit Palais, soit dit en passant. Alors, ça se situe entre le pont Alexandre III et plus loin, à droite, vous avez les Champs-Élysées. L'idée d'avoir un toit vitré n'était pas nouvelle. Déjà en Angleterre, au milieu du 19e siècle, ils avaient construit ce qu'ils appelaient le Crystal Palace, qui était un immeuble avec un toit entièrement vitré pour laisser rentrer toute la lumière du jour. Alors, cette idée-là a été reprise de façon encore plus extraordinaire à Paris, dans le Grand Palais. Remarquez la délicatesse des colonnes ici en fonte et les pièces en arc qui supportent le toit et le toit complètement vitré. Ça, c'est le dôme avec des arches et des pendentifs. C'est vraiment follement élégant. Alors, cet espace-là a servi évidemment à l'exposition de 1900, mais depuis ce temps-là, il a servi également comme ça à l'exposition de plusieurs choses. Entre autres, il y a eu des expositions sur des artistes célèbres comme récemment Picasso, Monet, Gauguin, Edward Hopper. Ils ont tous eu des expositions solo à l'intérieur du Grand Palais. Ce qui n'est pas évident à remplir parce que il y a autant d'acier dans la construction du Grand Palais que dans toute la tour Eiffel au complet. Et après ça, il y a eu des salons d'ordre commercial. Il y a eu des salons de l'auto, elle est vue là-dedans, le salon du livre, le salon de l'enfance, le salon de la musique classique et du jazz, le salon des arts ménagers, les grands salons avaient lieu à l'intérieur du Grand Palais. De l'autre côté de la rue, juste en face, c'est le Petit Palais, qui lui aussi a été conçu pour l'exposition universelle de 1900, mais lui, sa vocation était d'être un peu le musée des beaux-arts de Paris. Alors, sa collection comprend des œuvres qui datent de l'Antiquité et allait jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, remarquez Ah oui, c'est basé sur un plan autour d'une cour extérieure, c'est-à-dire une cour intérieure,
Et les galeries font le tour de la cour intérieure. Remarquez, ça s'appelait l'avenue Nicolas II, en honneur du tsar de Russie, parce que c'est à proximité du pont Alexandre III. Mais après la guerre, on l'a débaptisé la rue, on l'a renommée Winston Churchill. Remarquez la grandiose splendeur de l'entrée principale du Petit Palais. À l'intérieur, on voit des galeries richement ornementées où sont affichées des œuvres d'art. Il y en a qui sont un peu plus modernes, des simples comme ci. Ici, c'est la cour intérieure du Petit Palais, encore là avec des palmiers dans des lacs. Ici, c'est un petit homme qui aide un grand homme, M. Churchill. Bon, nous allons maintenant visiter le marché Richard Lenoir. C'est un marché qui se situe tout près de la place de la Bastille, donc dans le 11e arrondissement, et qui se tient tous les jeudis et tous les dimanches à chaque semaine, qui dessert 3 arrondissements de Paris. Les clients viennent de 3 arrondissements de Paris principalement et des touristes évidemment comme nous. Il y a 115 marchands qui ont des kiosques dans le marché Richard Lenoir. Vraiment, ils vendent absolument de toute la nourriture, mais pas seulement. Il y avait un vendeur de chapeaux, c'est là que j'avais acheté mon chapeau Panama. Alors, ça existe depuis plusieurs années. J'ai trouvé cette photo d'archives qui démontre le marché à ses débuts où on vendait du saucisson et on vend bien la viande chevalier. Ce qui m'a frappé, moi, c'est des kiosques où on vendait des fruits de mer et des poissons. C'est comment ils arrivent à garder ça frais, surtout qu'on était en pleine canicule au mois de juillet. Là. Vraiment, chapeau. Ça, c'est des abricots dans un étalage. La France produit, semble-t-il, au-delà de 400 types de fromages. En voilà plusieurs de ceux-là qui sont chez le fromager. Ici, c'est le marchand de poissons. Regardez comme il y a foule, les gens sont vraiment intéressés. Et il les conserve sur la glace, si j'ai bien compris. On voit des fruits et légumes. Il y a même des marchands de fleurs, évidemment. Des marchands de champignons. On revient au poisson, et là, vous voyez des langoustines fraîches, extra fraîches, même qui dit, et des dorades un peu plus haut, ici dans la photo, des dorades de l'Atlantique. Bon, pour terminer, je vous amène faire une petite croisière sur le canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin a été creusé sur ordre de Napoléon Bonaparte, parce que au début du 19e siècle, Napoléon et bien d'autres, j'imagine, jugeaient que l'eau potable que buvaient les Parisiens n'était pas de très bonne qualité. Et Napoléon craignait qu'il se développe des épidémies de choléra, de diphtérie, je ne sais trop. Alors, il a voulu améliorer la qualité de l'eau potable à Paris. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait au nord de Paris un petit cours d'eau qui s'appelle l'Ourcq. Et il a décidé de creuser un canal pour faire dévier l'eau de cette rivière-là pour qu'elle amène l'eau jusqu'au cœur de Paris. Alors, il a fait creuser le canal Saint-Martin, qui a une longueur de 4,5 km. Et ce qui part du bassin de la Villette, qu'on a vu tantôt, où il y avait des piscines flottantes, et qui se rend jusqu'à la marina qui se trouve sur le bord de la Seine. Alors, on a fait une espèce de petite croisière dans le bord de site de bateau tantôt qui vous amène, qui amène des touristes faire un tour du canal Saint-Martin. Alors, on part du bassin de la Villette, on descend. Ah oui, il y a 25 mètres de dénivellation entre le bassin de la Villette et le bassin de la Seine. C'est-à-dire qu'il faut prendre à peu près 6 écluses, si je me souviens bien, avant d'aller au niveau de la Seine. Oh. Et
Vous allez voir ce genre de bateau-là dans le canal Saint-Martin. C'est pas très large comme canal, mais c'était fait principalement pour amener de l'eau potable, je le disais tantôt, et ça a servi aussi pour transporter les marchandises, évidemment, au fil du temps. Alors voici, on arrive devant une première écluse. Alors l'eau baisse, les vannes s'ouvrent et on passe à l'étape suivante. Évidemment, le canal est en 4,5 km de long, mais le dernier kilomètre il a été recouvert par le baron Haussmann, l'urbaniste qui a fait les plans de la ville de Paris au XIXe siècle, parce qu'il voulait récupérer l'espace de rue. Ça connaît l'espace de rue, et c'est là, d'ailleurs, sur cet espace couvert-là, au-dessus du canal Saint-Martin, qu'ils ont fait le marché Richard Lenoir qu'on vient de faire. Alors, les gens qui doivent passer d'une rue, passer au-dessus du canal, doivent emprunter souvent des passerelles comme ça du côté là. Bon, là, on arrive à une autre écluse. Il y en a 6 à peu près comme ça. Ça, c'est le type de bateau qu'on a utilisé, qui amène des touristes faire le tour du canal. Alors, soit dans un sens ou dans l'autre. Nous, on a fait partie du bassin d'Helvète, on aboutit à la Seine près de la place de la Bastille. Si vous prenez le même tour, je vous recommanderais de vous installer sur le pont d'en haut, c'est nettement plus agréable. Alors, encore là, vous voyez les parcelles qui traversent le canal. Bon, excusez-moi, on va retourner en arrière. Bon, là, on arrive à l'entrée du tunnel. Parce que le dernier kilomètre du canal se trouve dans un tunnel sur la partie qui a été recouverte pour faire le boulevard Richard Lenoir qu'on vient tout le temps. Alors là, on rentre, il y a une écluse, on baisse de niveau, et là, on rentre dans le tunnel que vous voyez là-bas. Et là, on arrive, et pendant 1 kilomètre, on circule sous terre dans ce tunnel, qui heureusement est éclairé par des puits de lumière que vous voyez ici. Là, ici, il y a des puits de lumière un peu partout qui donnent une certaine lumière à l'intérieur du tunnel. C'est vraiment étrange, un peu comme ambiance, mais finalement, on aboutit, finalement, on sort du tunnel, voilà la lumière au bout du tunnel, et on arrive au niveau de la Seine, 4 km et demi plus loin. Alors, c'était un très joli parcours qui dure à peu près 1 heure et demie, c'était très agréable. Alors, voici ma conférence sur Paris. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.